Il existe une différence entre savoir lire et être lettré. Pour être lettré, il suffit de savoir lire les mots et il suffit de savoir les écrire. Pour savoir lire, il faut comprendre le sens des mots, des phrases, des paragraphes, des textes dans leur ensemble et surtout dans leurs détails. Alors, est-ce que vous pensez savoir lire et surtout, qu'en est-il du français moyen? Eh bien, à vrai dire, c'est très simple. Une inquiétante proportion des gens ne savent pas lire. Ils savent lire les mots, ils savent écrire des caractères, mais ils ne comprennent plus le sens d'une phrase dès la moindre élévation du niveau de complexité de celle-ci. C'est d'ailleurs pour cette raison que la majorité des gens aujourd'hui ne savent pas se servir correctement des virgules. Ils n'en comprennent pas l'utilité parce qu'ils ne voient pas comment elles changent le sens des phrases. L'écrasante majorité des Français liront de la même manière les phrases suivantes. Il est rentré tard ce soir. Et il est rentré tard ce soir. Et pourtant, cette virgule n'est pas là pour rien. En l'occurrence, il est rentré tard ce soir ajoute une idée d'habitude dérangée. Il est rentré particulièrement tard ce soir, ou encore, il est rentré plus tard que d'habitude ce soir. Alors que, il est rentré tard ce soir, montre au contraire une idée d'événement unique. Il est rentré tard, mais il n'a pas l'habitude de rentrer à une heure précise, ou encore, c'est la première fois qu'il rentre. Par exemple, il revient d'OPEX, il est parti depuis 6 mois, et il vient de rentrer. À ce stade, j'imagine 2 réactions possibles. La première, oh, c'est évident. Et la deuxième, oh, tu chipotes. Eh oui, c'est vrai, je reconnais, je chipote. Ne pas prêter attention à cette virgule, ce n'est pas très grave. Prenons un autre exemple, très récent au moment où je parle. Astronogeek, youtubeur de vulgarisation scientifique, a écrit sur Twitter. Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à mon moitié au réveil, le matin, alors qu'elle dort encore. Par accès du viol et je m'en bats les couilles. D'autant plus que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur 2. Digne dit d'eux, nos amis au cerveau empli de soupe à la tomate se sont jetés sur ce tweet qui, selon eux, normalise le viol et montre qu'Astronogeek est un violeur en série, et j'en passe, et des meilleurs. Et pourtant, pour n'importe qui capable de connecter ses neurones plus d'une minute consécutive, ce tweet est tout à fait clair. Astronogeek nous parle d'une pratique mutuelle récurrente entre lui et sa compagne, et dit qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent que c'est un viol, et qu'il s'en fiche complètement de leurs avis. Comment peut-on comprendre dans ce tweet qu'il normalise le viol? Eh bien c'est très simple, quand on a le cerveau plein de soupe, on ne connecte plus les phrases entre elles. Donc, nos amis SJW se sont arrêtés à « paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles ». Ils ont oublié la phrase précédente, ils ont oublié la phrase suivante. Ils ont dénaturé le sens du message d'origine. Alors j'entends d'ici ceux qui pensent « oui, mais ce sont des exemples extrêmes, il ne devait pas être tant que ça à avoir tout interprété de travers ». Eh bien, la réalité, c'est que sur environ 50 000 tweets et réponses, environ la moitié des individus ont mal compris ce tweet. Essentiellement des jeunes, ce qui n'est pas étonnant. Si on se permettait de faire une généralisation en se basant sur ces données-là, on pourrait dire que 50% des moins de 30 ans ne sont pas capables de comprendre un paragraphe court correctement. Espérons que les chiffres exacts et réels soient bien inférieurs à cela. Même si très sincèrement, et je fais une parenthèse sur ça, même 1% ce serait déjà très grave. Maintenant imaginez, que se passe-t-il lorsque, sur la grande place publique qu'est Twitter, l'un de vos propos est mal interprété? Eh bien ce sont des milliers d'individus qui vont répéter et déformer vos propos, attirant une meute toujours plus grande. Une meute qui veut du sang. Et donc, les insultes pleuvent, les menaces s'accumulent, des emails, des courriers sont envoyés à YouTube et à Twitter pour vous faire censurer. On va jusqu'à demander à la police de mener une enquête sur vous, de vous arrêter. En bref, on vous cancel, on vous annule. Vous n'êtes plus un être humain, vous êtes un sac de frappe. Toute tentative de vous justifier, de vous défendre, de reformuler vos propos sera ignorée, tournée en dérision ou simplement noyée dans la masse d'informations idiotes qui circulent sur vous. Toute personne dont le nom est associé au vôtre devra vous condamner publiquement sous peine de subir le même traitement. Ce traitement, connu sous le nom de cancel culture, est infligé régulièrement sur de nombreuses plateformes à de nombreuses personnes. Car c'est ainsi qu'on gagnait les guerres auparavant. Pas par le verbe, pas par les phrases, pas par les discours, mais par la masse, par la violence. Comment peut-on sincèrement penser aujourd'hui qu'il est possible de raisonner avec une masse d'imbéciles pareils?
En réalité, le choix n'est plus permis. Il faut se soumettre à la masse. Peser chacun de ses mots, parfois se taire, en bref, s'auto-censurer. Mais c'est pas si grave, pas vrai? Il suffit de plus traîner sur Twitter, de fermer Facebook, et puis tout va bien. Mais dites-moi, vous qui faites l'autruche, que ferez-vous quand ça se produira chez vous, dans votre entreprise? Que ferez-vous quand on vous demandera d'arborer un drapeau arc-en-ciel et de soutenir la LDNA sous peine de licenciement? La guerre du mot ne permet pas la neutralité. Chacun d'entre nous doit soit embrasser une cause, soit la rejeter. C'est un conflit inévitable entre ceux qui comprennent les choses complexes, ceux qui sont capables de débattre d'idées, et ceux qui ne sont bons qu'à recracher une doctrine qui leur permet de se croire bons. Aujourd'hui, vous êtes dans le camp du bien si vous êtes pro-immigration, pro-LGBT, féministe, écolo, etc., etc. Il suffit que vous ne remplissiez pas une seule de ces conditions et vous êtes le mal incarné. Peu importe vos raisons, peu importe vos arguments, vous ne pourrez pas en débattre avec une masse inculte qui réclame du sang. Si par miracle vous parveniez à isoler un individu pour débattre avec lui, il ne serait de toute façon pas capable de vous comprendre. Leur vision est binaire, ils sont les gentils, nous sommes les méchants. Comment ces gens sont-ils devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est une question qui est compliquée, qui est complexe, et très sincèrement, la traiter en détail, c'est l'œuvre d'une vie. Alors pour simplifier, parlons d'une grande coupable. La grande coupable de cette histoire, c'est l'école. Parce que c'est à l'école qu'on impose les premiers dogmes. C'est à l'école qu'on impose des visions subjectives, biaisées, partielles de l'histoire du monde. Qu'on impose un mode de pensée très à gauche, très socialiste, antiraciste primaire, féministe, pro-LGBT, écolo, etc., etc. Et cela à un âge auquel les enfants ne sont pas en capacité de lutter contre ce que l'on enfonce dans leur crâne. Ils n'ont pas la capacité à réfléchir à ce qu'on leur dit. Ils n'en sont pas capables. Quels que soient vos avis sur ces sujets, ils importent peu. La réalité, c'est que ce que l'on fait aux enfants dans nos écoles est purement et simplement du lavage de crâne. Et les choses empirent quand on arrive à la fac. Le lavage de crâne, c'est mal. Mais si c'est pour le camp du bien, c'est bien. On ne compte plus le nombre d'États qui ont tenté de formater le cerveau de jeunes enfants pour en faire de parfaits soldats. Et en Occident, nous avons réussi. Je l'ai dit, il s'agit d'une guerre du mot. Le langage ne permet pas seulement de communiquer, il nous permet aussi de penser. Et en altérant le langage, on altère la pensée. C'est pour cette raison qu'un niveau de compréhension élevé de sa langue maternelle est nécessaire à la production d'une pensée complexe. Cela signifie, entre autres, que les mots utilisés doivent être précis et les définitions fixes et explicites. Un clandestin n'est pas un réfugié. Si on remplace 8 clandestins ont traversé la frontière par 8 réfugiés ont traversé la frontière, on ne dit plus la même chose. Et c'est précisément parce qu'on ne dit plus la même chose que ce vocabulaire s'est installé sur tous les plateaux de télé et dans toutes les écoles. Il n'est pas possible de mettre des réfugiés à la porte sans passer pour le méchant de l'histoire, alors que des clandestins c'est beaucoup plus facile. Le terme réfugié a donc été artificiellement ajouté dans l'imaginaire commun à la définition de clandestin pour permettre ce remplacement. C'est un exemple courant et flagrant de manipulation des masses par le langage. Et cela n'est possible que parce que l'individu lambda ne connaît ni la définition du réfugié, ni celle du clandestin. Ces manipulations sont présentes partout dans les médias. Un coup de couteau à la gorge va remplacer un égorgement. Un extrémiste religieux d'une certaine religion qu'on n'a pas le droit de nommer va être remplacé par un déséquilibré. On parlera de voiture folle et non pas de tueur en voiture. Cette accumulation d'euphémismes, ces changements dans le langage courant, ce bourrage de crâne dès l'enfance, cela nous mène où nous en sommes aujourd'hui. Si par exemple, je dis « Je pense qu'on ne devrait pas accepter de clandestins sur notre territoire », la personne face à moi, convenablement formatée et que, par souci de commodité, nous appellerons ici gauchiste, va comprendre ceci. On ne doit pas accueillir de réfugiés sur notre territoire. On ne devrait pas accepter devient on ne doit pas accueillir par la magie des faux synonymes apprises dès l'école. On passe donc d'une invitation au débat suite à l'expression d'une opinion personnelle à un ordre ne permettant aucune contestation. Puis, clandestin deviendra réfugié. Et dans la tête du gauchiste, on vient de lui dire
qu'il ne fallait pas venir en aide aux réfugiés fuyant la guerre et la misère, puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un réfugié. Et cela est inacceptable. Il fait partie du camp du bien. Il doit donc répondre. Mais parce qu'il n'entend pas l'invitation à débattre, il va aller plutôt vers le jugement de valeur et l'émotion que l'argument. Il va donc répondre quelque chose comme « C'est honteux ce que tu dis, ce sont des êtres humains aussi, on doit les aider ». Et oui, il faut les aider, car les réfugiés sont des gens que l'on aide, alors que les clandestins sont des gens présents illégalement sur notre territoire, c'est-à-dire, concrètement, ce sont des criminels. La nuance est grande, et pourtant, le gauchiste n'est pas capable de la saisir. Voilà pourquoi débattre avec des individus formatés dès l'enfance, auxquels nous sommes malheureusement de plus en plus confrontés aujourd'hui, est impossible. Ils ne comprennent pas les mots de la même manière que nous, et les phrases encore moins. Alors qu'en est-il des concepts ? Il faut savoir que les idées du gauchiste ne sont jamais fausses. Si elles le sont, alors on va modifier quelque chose. Souvent, une définition. Par exemple, si on démontre par A plus B qu'il n'y a pas de racisme en France, eh bien, ils vous diront que vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes blanc. Si vous démontrez que nous avons atteint l'égalité homme-femme depuis longtemps, voire que la balance aujourd'hui penche plutôt en faveur des femmes, eh bien, ils vous diront qu'en tant qu'homme, vous ne pouvez pas savoir ce dont vous parlez. Le sexisme et le racisme en France semblent être deux fantômes invisibles qui pourtant, au dire des concernés, ont un impact monumental. Mais je ne peux pas le voir parce que je ne suis qu'un homme blanc. Il est alors facile de montrer que le gauchiste est raciste envers les blancs et qu'il est misandre. Il est alors mis en défaut, il n'est plus parfait, et il doit donc modifier son concept pour poursuivre sa compétition victimaire. C'est à ce stade-là qu'on commencera à parler de racisme et de sexisme institutionnel. Peu importe alors ce que disent ou font les individus, et particulièrement les hommes blancs, ils sont de toute façon favorisés par la société, et ils n'ont donc pas le droit de se plaindre et doivent laisser la parole aux autres. C'est à peu de choses près ce que l'on disait des juifs, il n'y a pas si longtemps. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, ils ont saigné l'Allemagne à blanc, ils sont déjà riches de toute façon, et puis ils se fichent des autres Allemands. C'est à peu de choses près le discours tenu au sujet des hommes blancs aujourd'hui. Notre vie est plus facile que celle des autres, nous ne souffrons de rien, ne sommes jamais maltraités, nous ne sommes pas pauvres, nous n'avons pas de problème face au chômage de masse, pas de problème à monter dans la hiérarchie des entreprises, nous ne sommes jamais battus, jamais violés, jamais harcelés, et autres conneries. Il est primordial aujourd'hui que nous, ceux qui sont éveillés, utilisions les bons mots et définitions précisément nos termes. Nous devons reprendre le contrôle du langage, avant de pouvoir défendre nos thèses, quelles qu'elles soient. Nous devons éduquer à notre petite échelle une masse grandissante d'ignards. Nous devons les corriger mot par mot et faire rentrer dans leur tête creuse des définitions et des concepts précis. Ensuite seulement pourrons-nous commencer à discuter de nos points de vue respectifs.